Bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast, épisode numéro 40, quatrième épisode sur cette crise de la COVID-19. Cette semaine, on va parler de ces personnes qui sont allées au front dans les milieux de services de garde d'urgence. J'ai avec moi 4 invités. Donc, premièrement, Roxane Mercier, bonjour, merci d'être là. Ça fait plaisir. J'ai Claudine Lehoux, bonjour. Bonjour, ça fait plaisir aussi. Salut Julien Zico, c'est un plaisir de te voir. Salut, moi aussi, je suis content de vous voir. Et on a Jean-Benoît Farran qui est caché pour le moment, mais qui est toujours présent. Salut JP. Salut. Moi, je vais être participant très secondaire aujourd'hui. Je ne suis pas allé au front, fait que je vais laisser la place aux autres. Puis si j'ai des petites questions, je vais me joindre à la conversation. Super. Hey, on va commencer par un petit tour de table pour nos auditeurs. Vous, pour la plupart, vous n'êtes pas des enseignants, vous êtes des techniciens, des intervenants en milieu scolaire. Vous avez, je vais vous laisser vous présenter un peu avec votre tâche. Donc, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites grosso modo en temps normal quand on n'est pas en confinement? Claudine, je vais commencer avec toi. Oui, je suis éducatrice spécialisée dans une école secondaire auprès des élèves ayant un trouble du spectre de l'autisme à l'intégration secondaire 1. Fait, pas mal ça. Ça résume. Ça résume quand même assez bien. Julien, toi, c'est quoi tu fais normalement? Donc moi, habituellement, je suis TES, donc technicien en éducation spécialisée, dans une classe Indigo. Je suis rattaché particulièrement à un élève donc, qui a des besoins particuliers. Donc, c'est un élève qui va avoir 13 ans. Et en parallèle, je suis également surveillant midi. Donc, voilà. Et toi, Roxane, qu'est-ce que tu fais en temps normal quand il n'y a pas le COVID? Moi, j'ai un poste de préposé aux élèves handicapés, donc je travaille avec les classes Indigo, dont un des élèves à Julien. Et je fais aussi la gestion des absences non motivées là, des élèves là, au secondaire là, cette année. OK. Vous, comment que ça a commencé, cette crise du COVID-là? Est-ce que vous avez été appelé directement? Est-ce que vous êtes porté volontaire? Grosso modo, comment ça s'est passé pour vous, le début de cette crise-là, puis votre implication qu'on vous a demandé en lien avec ce qui se passe actuellement? Est-ce que je peux prendre la parole? Oui, vas-y. Mesdames. Oui. Et, nous, donc, on a été arrêtés à partir du vendredi 13 mars. Il y a eu une première semaine où ils ont eu certains besoins dans les services de garde d'urgence. Donc là, on était un petit peu à suivre l'actualité comme tout le monde. Ça a été sous forme de volontariat. Donc là, ils ont fait un appel à tout le monde, à la commission scolaire, qui veut venir donner un coup de main dans les services de garde d'urgence. Il y avait un petit sondage, puis on répondait oui, non, puis commentaire. Ça s'arrêtait là. Cette semaine-là, donc, ça a été sous cette formule-là. La semaine suivante, ils ont décidé d'imposer donc au personnel non enseignant, donc technicien en service de garde, technicien en éducation spécialisée et préposé aux élèves handicapés, donc imposer de venir prester donc des heures au prorata des heures qu'on fait habituellement. Donc dans un service de garde d'urgence, celui qui va être le plus proche de notre lieu de travail habituel. Donc c'est ça. On attendait à ce moment-là les appels. La consigne était simple. C'était si vous venez, vous devez venir, et si vous ne venez pas, ben ça va être considéré comme des absences au même titre que des absences quand vous travaillez habituellement. Donc les banques de maladie vont se vider, les banques de vacances vont se vider. Exactement. OK. Moi, c'est une menace, là, carrément. Là. C'est pas tant une menace, mais en même temps, on est quand même payé notre plein salaire. Mais c'est pas du volontariat, c'est pas du bénévolat, c'est tu es requis à l'ouvrage, mais pas dans tes mêmes responsabilités qu'habituellement, là. Exact. Okay. Moi, j'ai eu un appel le vendredi suivant. Fait que le vendredi d'après la semaine du vendredi 13, dans le fond, ça faisait une semaine. C'était, c'est le service de suppléance, tu nous rappelles. S'il n'y a pas de retour d'appel, c'est considéré comme un refus. Et dans l'heure.
Donc, j'ai recommuniqué, puis j'étais déjà prévue dans un service de garde pour la semaine après, selon aussi les heures. Là, donc, là, on n'était plus au volontariat là, de la semaine précédente. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises? En fait, comment ça s'est passé, votre arrivée dans ces services de garde d'urgence-là au début? Est-ce que c'était un peu de croche? C'était prévu? Qui fait quoi? C'est quoi qu'on vous a demandé concrètement en arrivant dans vos milieux respectifs? Moi, j'avais un cas très particulier personnellement. Donc, je ne sais pas si Claudine ou Roxane veulent expliquer leur cas précis où ça a été plus régulier, parce que moi, j'étais dans un cas particulier du fait que j'avais des symptômes puis que mes enfants en avaient aussi. Donc, je ne sais pas si vous voulez commencer ou si j'y vais tout de suite sur non, mais sur le vas-y, Julien. Julien, toi, tu as été sur la première semaine comme Claudine aussi. Là. Donc, moi, exactement comme Claudine, j'ai été appelé le vendredi. Et donc, j'ai expliqué... La communication était extrêmement mauvaise avec la personne que j'ai eue au téléphone. Donc, c'était une personne des ressources humaines qui m'appelait. C'était le vendredi. J'ai dit oui, d'accord, sans pouvoir poser des questions. Sachant que moi, la semaine qui venait de passer, mes 2 enfants avaient fait de la fièvre au-dessus de 38 pendant plusieurs jours, que ma blonde et moi, tous les deux, on toussait. Et que voilà, donc moi, j'ai pas pu poser ces questions-là. Donc moi, j'ai tout de suite contacté les ressources humaines, Magali Roulier en particulier, qui est la directrice adjointe. J'ai pas eu de réponse, donc j'ai contacté mon syndicat. Mon syndicat a transféré mon courriel avec mes inquiétudes également aux ressources humaines. Moi, j'ai jamais eu de réponse. Donc, le lundi, je suis arrivé pour faire mon chiffre à l'école Saint-Jean. J'ai été accueilli par les directions qui étaient présentes. Donc, il y avait 3 directions présentes. Tout de suite, je leur ai expliqué. Moi, j'ai pas eu de réponse de la commission scolaire. J'ai aucune idée de si je dois être là ou si je dois pas être là. On était au tout début de la pandémie, donc on savait pas exactement c'était quoi les spécificités de cette maladie-là. Donc, moi, je savais ce que je savais. Je savais que la fièvre, la toux, etc., c'était des raisons de rester chez soi. Donc, j'ai expliqué tout ça aux directions qui étaient présentes. Il y avait 3 directions présentes. Ils m'ont fait attendre pendant 15 minutes dans l'entrée, le temps de faire les appels nécessaires. Tout ça pour venir me dire, après 15 minutes, bon, tu vas pouvoir rester. Il faut faire de la fièvre pour ne pas travailler. Donc, là, j'ai dit effectivement, moi, j'ai pas fait de fièvre. Puis, comme je leur ai dit à eux aussi, j'y allais avec plaisir, moi, travailler. Je pense que tout le monde avait besoin de faire sa part dans cette crise-là. Et j'y allais avec plaisir. Le problème, c'est que je me retrouve là à peut-être mettre d'autres personnes en danger, à peut-être moi-même me mettre en danger. Quelle est la directive exacte de la commission scolaire? Est-ce que c'était on n'a personne pour le remplacer aujourd'hui, donc tant pis, on va faire avec. Quoi qu'il en soit, c'était tu restes ici, sinon on te vide tes banques d'heures. Et ce qui est absurde, c'est qu'aujourd'hui, on apprend que Québec admet avoir négligé justement les personnes asymptomatiques puis cette transmission-là communautaire. Absolument. Et donc moi, au-delà de ça, effectivement, j'ai vécu ça comme un stress supplémentaire. Il y avait le stress d'aller au front, comme dit Claudine. Hein. Et une fois dans le service de garde, il n'y a aucune mesure vraiment. Il y a des mesures d'hygiène juste dans le paraître au final. Ils nettoient tout derrière nous. Il y a le concierge qui est là puis qui est derrière nous qui nettoie tout. Nous, on désinfecte tout le temps. Mais au-delà de ça, on intervient avec des enfants qui ont entre 4 et 10 ans pour ma part. Et on est à côté d'eux en train de faire des bricolages. Ils éternuent un peu partout. Ça tousse partout. Ça touche à tout parce que c'est des enfants. Mais alors que les directives, c'est quoi? C'est toucher à rien parce que tout ce qui va être touché va falloir le désinfecter. Donc, ça n'avait aucun sens. Nous, on jouait avec un ballon dehors, mais le ballon, on se frotte le nez, on touche le ballon, on le lance à l'autre. Le ballon, c'est une transmission directe, c'est inévitable. Donc, c'est ça. Donc, au-delà de ce stress-là, moi, j'ai aussi, comme beaucoup de mes collègues, comme je pense tous mes collègues du personnel enseignant, j'ai vécu ça comme une grosse injustice de nous menacer de vider nos banques d'heures alors que les enseignants se retrouvent chez eux. Et à l'époque, avec aucune obligation, c'était juste, ils encourageaient les enseignants à aller faire ci ou à aller faire ça. En attendant, on allait prendre ces risques-là, puis on allait donner aussi des possibles virus aux autres, alors que
la plupart des travailleurs de la commission scolaire étaient chez eux à attendre. Donc, c'est certain, on va y revenir un peu. Ouais. On va y revenir plus tard sur cet aspect-là, justement. Peut-être comment vous vous sentez par rapport aux profs. Roxane, toi, comment tu as vécu ça, grosso modo, dans les débuts? Et moi, contrairement à Claudine et Julien, je suis arrivée 2 semaines après eux en service de garde. La première semaine, eux, rien était établi encore. Ils ont dû tout monter comme les routines. Il n'y avait pas d'horaire de fait. Mais moi, quand je suis allée, les horaires étaient faits. On avait des certaines petites choses à faire avec les jeunes. Mais point de vue contact, là, je veux dire, on peut pas empêcher le contact là, dans les garderies. Là, on est tous ensemble. Le 2 mètres, il est pas là. On peut pas. Les jeunes sont tous ensemble à jouer là. Mais nous, par exemple, il y avait une certaine horaire qui avait été fait. Là, on n'était pas laissé à l'abandon non plus. Là, t'sais. Mais je sais que les premières semaines, là, ça a été difficile pour ça. Là. Il y avait comme rien de fait, rien de monté encore. Là. Mais tu sais, on nous demande de faire des activités dirigées. Une activité dirigée, moi, je fais pas ça avec des élèves. Je sais pas, je sais c'est quoi, mais je dis parce que j'ai appris, mais ça me dit rien de faire ça, des activités dirigées là. Puis, tu sais, ils nous disent pas, ben là, faut que tu fasses ça. C'est invente quelque chose, mais faut que ça soit dirigé. Fait que, on va les prendre une marche, on n'est pas des éducateurs. Ouais, c'est ça. On n'est pas des éducateurs en service de garde. On est capable d'être avec les jeunes, mais on n'est pas des éducateurs en service de garde. Tu sais, moi, je suis préposée aux élèves handicapés. Julien et Claudine, c'est des éducateurs spécialisés, sont intervenants dans certaines situations avec certains élèves, mais on n'est pas des gardiennes d'enfants. Là, là, ça va bien parce qu'on en a tous des enfants, mais il y en a qui n'en ont pas d'enfants et que c'est difficile. Là. Mais pour moi, ça a bien été. Pardon, Julien? Je dis pas seulement pour ceux-là. Moi, c'est pas pour rien que je travaille au secondaire. Oui, aussi, là, on a nos affinités aussi, là. Ouais. Toi, Claudine, comment tu as vécu ça, rapidement? Moi, j'étais dans la première semaine, donc c'est ça. C'était un petit peu plus, je dirais pas désorganisé, je dirais peut-être pas tant organisé. Tu sais, moi, j'ai pris l'initiative de mettre des choses en place il y avait 3, si on peut dire 3 quarts de travail. Il y avait ceux qui faisaient l'ouverture, ceux qui faisaient le milieu de journée. Moi, je faisais... je pense que j'ai été chanceuse de faire la fin de journée où est-ce qu'on a moins d'organisation à faire. Il y a des départs, ils sont plus il y a plus de transition, il n'y a pas de lunch, il n'y a pas de collation. Fait que les enfants étaient plus dans le laisser s'organiser par eux autres mêmes, des jeux libres. Fait que c'était à coup de 15 minutes, mais faire cette transition-là de 15 minutes, puis tout le monde de façon distancée, c'était assez difficile. Moi, dans la place où j'étais, j'avais beaucoup de fratries, fait que ça a été facile, puis des fratries de 3, puis, tu sais, le plus qu'on a eu, c'est 6 enfants, mais j'ai trouvé ça difficile en ce sens où, tu sais, il faut tout désinfecter. Là, tu as un enfant je m'ennuie quand il est rendu tout seul à la fin, il sait pas trop quoi faire, fait qu'il a le goût de bouger, il a le goût de faire de quoi, mais on peut pas aller dehors parce qu'on est allé tantôt, puis si on y va, il faut tout redésinfecter. Fait qu'il y a ça, puis il y a aussi, moi aussi, je suis une éducatrice spécialisée, je suis capable de m'organiser, je suis capable de m'adapter, je me réveille sur un dixième, mais avec des tout petits, moi aussi, je suis au secondaire, c'est pas pour rien. Fait que, c'est pas que je les aime pas, j'ai donné, j'ai apprécié ma semaine en expérience, mais je pense que c'était encore un peu un nuage de peur qui était au-dessus de nous. On savait pas trop qu'est-ce qu'il en était, qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, j'ai fini la semaine à force de désinfecter, j'avais les mains craquelées, saignantes. Tu sais, c'était pas plaisant. On défaisait, on désinfectait partout ce que les enfants toussaient. Tu sais, ça tousse, il n'a pas le réflexe de tousser dans son coude, ça va se laver les mains, ça revient, il a les mains dans la bouche. Fait que, tu sais, c'était constamment des rappels. Puis les enfants sont anxieux aussi, là. Fait que on marchait sur des œufs. En tout cas, moi, je trouvais que
c'était pas malsain, mais moi, j'étais beaucoup à l'écoute de l'enfant qui dit « Oui, mais ma mère, elle va arriver quand? Qu'est-ce qui va arriver? Pourquoi qu'il faut toujours désinfecter? » Tu sais, ça, moi, c'est venu me toucher vraiment beaucoup de vivre avec cette anxiété-là à gérer ces enfants-là que je connais même pas. Tu sais, ils vont me voir 2 heures dans leur semaine. Ils viennent pas dans cette école-là. Ils me connaissent pas. Tu sais, c'était beaucoup d'insécurité, je trouve. Autant pour les adultes qui valsaient d'un poste à l'autre, d'une école à l'autre, que pour les enfants qui se promènent d'un service de garde. Il y avait pas, tu sais, la stabilité n'était pas là, là. Moi, à mon avis, je trouve que c'était très difficile. Par curiosité, vous aviez des ratios de combien? Combien de jeunes pour combien d'adultes? Le ratio est on s'est informé pour ça, mais le ratio est de 12 enfants pour 2 éducateurs. Quand il y a le service de garde, puis il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum dans un service de garde. Il pourrait aller jusqu'à 25. À ce moment-là, il irait chercher d'autres éducateurs ou d'autres surveillants. Là. Je ne sais pas comment appeler ça, là, mais pour combler ça. Là. J'ai une question. Comme Claudine, personnellement, c'était... vous m'entendez? Oui, vas-y, Julien. Je disais, par rapport à ta question, moi, comme Claudine, j'étais en fin de journée, puis effectivement, il y a moins de jeunes à cette heure-là. J'en avais entre 2 et 6, puis souvent des fratries également. Donc, c'est sûr que ça peut être la partie de la journée la plus facile au niveau des tâches, on va dire. Mais comme Claudine, c'est de l'ennui à la fin de la journée. Quand tu n'as plus qu'un frère et une sœur qu'il faut divertir pendant 2 heures parce que la maman va arriver plus tard, que déjà, ils ne supportent pas le frère et la sœur parce qu'ils sont tout le temps ensemble. C'est de la gestion, puis que des 2 intervenants qui sont là, ben, il n'y en a aucun des 2 qui a l'habitude de travailler avec des jeunes. Je pense que ça serait encore plus dramatique. Moi, j'avais la chance d'être avec quelqu'un qui s'en sortait bien, qui travaillait en service de garde habituellement, mais moi, on m'aurait laissé seul dans ces situations-là. Je suis pas outillé pour travailler avec des jeunes de cet âge-là. Fait que grosso modo, vous essayez de proposer des activités, des jeux. Il n'y a pas vraiment de ressources pédagogiques qui vous ont été offertes à proposer à ces enfants-là. Puis on passe le temps comme on peut. Ben, en fait, il y a un courriel qui a été envoyé par un responsable de service de garde sur des jeux, de la planification. Puis moi, je me suis dit, ben, advienne que pourra, quand j'arriverai, j'embarquerai, puis on verra à s'adapter à ce moment-là. Tu sais, j'arrive dans une école où est-ce que j'ai jamais mis les pieds. Je connais pas mon collègue de travail, je sais pas d'où il sort, c'est quoi son background. Je sais que j'ai probablement jusqu'à 11 enfants. Je sais pas c'est quoi les jeux qu'on a le droit de jouer aussi. Fait que je me suis dit, bon, ben, rendu là, on ira comme on ira. Puis, tu sais, on a joué à des devinettes, on a fait des mimes. Tu sais, je me suis quand même assez bien débrouillée, mais tu sais, j'ai trouvé ça difficile. Là. J'ai épuisé. La première journée que je suis revenue, là, j'ai dormi. Avant de partir, j'ai fait du vélo dans ma cave, puis j'ai fait la relaxation puis du yoga pour me calmer les nerfs parce que moi aussi, là, j'étais anxieuse à me dire « Oh my God, qu'est-ce que je vais faire avec ça, des enfants en service de garde? » Tu sais, comment on va gérer ça, cette planif-là que je sais pas trop moi non plus. Comme tu dis, Roxane, on est capable de s'organiser, mais c'est pas notre travail à la base. Là. Puis tu sais, si je peux me permettre, moi, dans mon service de garde, j'avais un élève avec un TSA. Tu sais, lui, il a déjà certaines rigidités, c'est déjà difficile avec lui. Ça a super bien été une chance. Mais tu sais, le petit garçon, c'est un petit garçon qui s'échappe, fallait aller le changer à la toilette. Puis ça, c'était autant pipi que caca. Fait que déjà que tu as la COVID-19 qui est là, en plus, il faut que tu ailles le changer en sachant pas trop si lui il l'a. Fait que tu as les 2 mains dedans. C'est pas super facile parce qu'il est rigide. Puis en fin de journée, moi aussi, j'étais en fin de journée, il était épuisé, ce petit garçon-là. Fait que là, c'est du 1 à 1 avec lui. Tu sais, s'asseoir avec les jeunes puis jouer, c'est pas tout le monde qui aime ça, là. Tu sais, moi, je suis pas de celle qui va s'asseoir à terre avec les enfants. Je suis incapable de faire ça. Je vais faire du bricolage peut-être, mais animer des jeux avec les jeunes, c'est pas ma tasse de thé, tu sais. Mais on nous oblige un peu ça quand on va en service de garde, là, tu sais.
trouvez-vous que puis là, tu en as un peu mentionné tantôt, Julien, mais les mesures pour votre propre sécurité sont adéquates, somme toute, ou ça fait un peu broche à foin, tout ça? Votre sécurité et la sécurité des enfants, point de vue transmission. En fait, moi, même si j'étais dans la première semaine, les choses étaient quand même, tu sais, on a eu accès à des gants, à du super décapant à main. Puis, on a quand même eu accès à tout ça, mais, tu sais, c'est ça, c'était constamment, là, parce qu'on ne savait pas encore, on en était au premier balbutiement, ou presque, là, du COVID. On avait les choses nécessaires, mais c'est ça, on ne savait pas trop, fait qu'on faisait plus que pas assez. Mais Claudine, je reviens à Claudine, sa première semaine, sa première journée de travail, quand tu es sorti le soir, il y a un petit garçon qui s'est mis à tousser, puis vous avez su qu'à la maison, il y avait un petit garçon, le petit frère, il était malade. Tu sais, quand tu sais qu'il y a un petit garçon qui est venu dans ton service de garde, puis que son petit frère il est à la maison parce qu'il est testé positif, c'est anxiogène un petit peu, là. Oui, effectivement. Merci d'être ma mémoire, Roxane. Oui, c'est ça. Ben, c'était ta première journée, peut-être que tu t'en souviens pas, tu sais. Mais en même temps, la première journée, je pense que toutes les ressources humaines étaient vraiment là, puis ils ont écouté, ils ont pris le pouls de tout le monde qui ont fait leur première semaine, puis ils sont allés corriger vite toutes les choses qui fonctionnaient pas, je crois. Je sais que Claudine, toi, il y avait 2 choses dans l'école. Oui. Ben en fait, il y avait justement ce cas-là de le frère. En fait, c'est la première journée, il y a eu un petit frère, puis le lendemain, sa mère l'a pas amené aller là parce que l'autre faisait de la fièvre, puis le médecin avait dit bon ben restez en quarantaine. Fait qu'à partir de ce moment-là, tu sais, on s'est posé des questions, on a communiqué avec le syndicat à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Est-ce que tu sais notre milieu de garde est-tu mis en danger? Qu'est-ce qu'on va avoir comme choses qui vont être mises en place? Puis, dès le lendemain, il y avait des choses déjà mises en place, puis j'ai été appelée par le syndicat, puis on a communiqué ensemble aussi, là, 2-3 jours d'affilée, là, on a vraiment été bien accompagnés par rapport à ça aussi, pour baisser l'anxiété. Même le syndicat avait fait la demande de faire le tour des services de garde pour visualiser par eux autres mêmes est-ce que c'est OK, mais c'était pas permis. Donc, à la place de ça, ils ont décidé de faire des appels là, pour voir si toutes les mesures étaient adéquates puis c'était bien mis en place là, tel que promis. Je voulais savoir justement, c'était un de mes points. Le syndicat, c'est quoi? Qu'est-ce que le syndicat en pense de tout ça? Qu'est-ce qui ressort est-ce que vous sentez-vous appuyé par le syndicat d'une certaine façon? Est-ce que le syndicat est là pour s'assurer que les choses soient bien faites? C'est quoi l'état de la situation à ce niveau-là? Le syndicat, moi j'ai communiqué plusieurs fois avec Jacinthe Leduc du syndicat. Puis pour plusieurs raisons, tout comme nous, ils étaient outrés de la situation, de comment était géré l'appel à volontariat, comment les mesures de distanciation sociale, etc. Tout ça, ça a été vraiment, c'était pris au sérieux par le syndicat. Puis ils faisaient tout. Je pense qu'ils ont tout essayé pour rétablir les choses et pour au moins les améliorer. Mais c'est certain qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées à la trappe au final. Hein. Parce que la distanciation sociale en service de garde d'urgence, elle n'existe pas et elle est impossible. Ça soulève beaucoup de questionnements. Puis, tu sais, littéralement, vous êtes au front dans cette situation-là. Puis, les choses se passent tellement vite aussi qu'il faut prendre des mesures, mais en même temps, il faut bien faire les choses. Puis ça, c'est ça qui est particulier dans la situation. J'avance dans mes questions. Je voulais savoir... comment trouvez-vous la situation en lien avec vos collègues enseignants? Trouvez-vous que c'est juste ce qui se passe en ce moment? Moi, je suis bien chez nous, je fais de la lecture, je fais du podcast, mais comment est-ce que vous voyez ça?
Moi, je vais me permettre de prendre la parole, hein, si vous permettez. Vas-y, je suis capable d'en prendre. Non, mais... Vas-y, moi, je veux pas être dans le trouble. Le plus frustrant là-dedans, c'est que en agissant de la façon dont ils ont agi, ils sont en train de créer un froid entre nous, les intervenants, et les enseignants qu'on aime tant, parce qu'au final, on les adore, les enseignants avec lesquels on travaille, c'est pas pour rien qu'on travaille là, puis c'est un merveilleux travail d'équipe que nous faisons au quotidien, mais c'est pas aux enseignants que j'en veux, moi personnellement, mais tu sais, quand on lit la revue de presse au tout début de la pandémie, je crois que c'était la deuxième semaine, il y a eu la revue de presse, puis j'ai vu la présidente de votre syndicat des enseignants. Ça disait, on va quand même pas envoyer les enseignants faire de la plomberie. Ah, parce que nous, on est plombiers? Je savais pas. Tu sais, fait que ça disait, on va pas envoyer faire de la plomberie ou dans les CHSLD. Ben, c'est drôle, hein, mais on est rendu là. Ils sont en train de parler de nous envoyer dans les CHSLD. Ouais. En attendant, mais oui, nous, on a été envoyés. Nous, les petites gens, là, ceux qui servent à régler les problèmes, là, ceux qui ramassent la marde une fois que les enseignants sont plus capables de gérer leur classe ou qu'il y a un gros problème, ben c'est là que nous, on nous appelle. Puis là, ben on se rend compte que c'est nous qu'on envoie pour aller prendre ces risques-là. Pourquoi? Aucune idée. Est-ce que c'est une question de syndicat qui a réussi à moins bien défendre ses points que le syndicat des enseignants? Est-ce que c'est des raisons au niveau des diplômes ou je sais pas quoi? Mais en attendant, nous, on s'est retrouvés à prendre des risques pendant que les enseignants se tournaient les pouces. Puis moi, je me suis retrouvé à sacrer parce que contre les enseignants, à me dire, voyons, pourquoi il y en a pas un dans la gang qui lève la main en disant, hey, c'est injuste, j'aimerais ça aller faire ma part. Puis c'est en jasant avec l'enseignante avec laquelle je travaille au quotidien que je me suis rendu compte qu'au final, eux, vous étiez au courant de rien, vous saviez pas comment ça se passait pour nous. Et dès que je l'ai informée de ça, elle a donné son nom pour un service de garde d'urgence. Puis avec tous mes échanges avec le syndicat, avec Magali Roulier, comme je l'ai écrit dans nos échanges juste avant, j'ai dit un petit peu tous les points de frustration qu'il y avait par rapport à ça. Puis le lendemain, il y a M. Éric Racine qui a fait une déclaration, donc il a envoyé un courriel à tout le monde en disant que ça allait être sur base volontaire pour tous les employés de la commission scolaire, y compris les enseignants, tout ça pour quelques heures après refaire un pas en arrière en disant non, les TES, les techniciens de service de garde et les PEH, vous êtes toujours obligés. Ça va être sur volontariat pour tous les autres. Donc, de nouveau, on fait un pas en avant, on fait un pas en arrière. Moi, ma frustration, mon amertume sont de nouveau dans le tapis. Puis c'est ça, on est impuissant parce qu'au final, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à part écrire à nos syndicats qui sont censés prendre notre défense, puis qu'apparemment, ça marche pas. Sincèrement, j'espère que le podcast va vous donner écho là-dessus parce que c'est tellement une situation qui fait aucun sens et qui est absurde dans tous les sens du terme. Là. C'est particulier. Puis je crois que beaucoup d'enseignants sont de bonne foi là-dedans puis qui veulent faire de quoi, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y en a qui ont pris des initiatives aussi, qui ont fait des blogs, des vidéos, qui ont appelé leurs élèves. Il y en a qui font leur part à ce niveau-là, mais c'est vrai que on pourrait peut-être envisager, puis là, je ne prends pas du tout cette position-là pour me faire lancer des pierres par mes collègues non plus, là, mais comment que les enseignants peuvent plus s'impliquer ou que la tâche soit répartie de façon plus juste, finalement. Là. Mais Marc-André... Attends, juste 2 secondes, Roxane. Le problème, oui. c'est pas que... C'est pas la volonté des enseignants qui pose problème. Non. C'est qu'il y a une gang à qui on a dit, vous devez y aller. Il y a l'autre gang, on a dit... Ouais, c'est ça. Restez chez vous, on va vous donner des informations. Et cette deuxième gang-là n'était pas au courant qu'on avait forcé l'autre gang à faire ça. Fait que vous êtes complètement, vous êtes vraiment pas à blâmer. Vous êtes innocent à 100%. Puis je continue à le dire, on les aime, nos enseignants, on aime nos collègues. Mais c'est pas votre faute, c'est la faute de syndicats, commission scolaire, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas nous les employés le problème. Mm-hmm. Toi, Roxane, qu'est-ce que tu voulais rajouter là-dessus? C'est ça, je m'en allais dans la même lignée que Julien. C'est pas votre faute à vous, c'est pas la faute des employés, c'est le système qui fait ça, qui fait en sorte que
nous, on a été demandé à travailler, puis vous, non, mais il y a peut-être quelque chose qui s'en vient pour vous aussi. Mais là, en ce moment, c'est ça. La frustration, c'est que nous, si on veut être payé, ben il faut travailler. Puis vous, ben c'est sur la base du volontariat que vous travaillez ou pas. Puis en même temps, vous, le volontariat, ça y va selon les élèves qui veulent embarquer. Donc, si les élèves embarquent pas, vous pouvez pas faire plus que ça, puis vous irez pas harceler les élèves là pour qu'ils embarquent. Fait que dans le fond, vous êtes dans une bonne position en ce moment, vous recevez votre salaire. Puis nous, ben c'est ça, là, on écope un petit peu là, en ce moment, mais en même temps, on a un salaire. Donc, je veux dire, oui, on se doit d'aller travailler, puis c'est correct de le faire parce qu'on a notre plein salaire. Là où c'est injuste, c'est que c'est pas tout le monde qui est dans le même bateau. C'est que là, ils ont séparé les gens, là. Oui, effectivement. Concierges aussi sont obligés de rentrer, là, mais il y a, c'est ça, il y a comme tout ce qui est employé de soutien, sont obligés de rentrer, mais tout ce qui est enseignant, non, vous restez à la maison. Tu sais, je pense que là, la frustration, c'est de là qu'elle vient, là. Mais c'est pas les profs qui font ça, c'est vraiment le système qui fait ça, là. Oui, puis notre situation n'est pas à plaindre du tout, à outre mesure. Hein, non. Parce que, honnêtement, moi, quand je vois ma situation, ma blonde, elle fait la même chose que moi. On est quand même tous les deux à la maison. Dans un sens, une chance parce qu'on a nos 2 enfants. Mais on est payé. On est vraiment très bien traités. C'est juste l'injustice qu'on a vécue, c'est ne pas être tous jugés de la même façon qui pose problème. Ouais. Je pense que dans le contexte actuel, où est-ce que cette crise-là, comme tu dis, Marc-André, c'est absurde. Écoute, tu le revires dans tous les sens. Des fois, j'écoute les nouvelles, là, j'écoute le point de presse parce que ce n'est que ça que je fais pour avoir comme les nouvelles du jour. Là. J'écoute pas rien d'autre parce que sinon, on vire fou. Des fois, je suis assise puis je me dis, aïe, est-ce que c'est vraiment vrai? Tu sais, je suis encore je sais pas à quel jour qu'on est rendu, là. Je les compte plus. Mais je me dis, est-ce qu'on est vraiment rendu là ou est-ce qu'on est assis à la maison, on est confiné, on est en 2020, puis on est pogné à la maison, on travaille pas, on est quand même, tu sais, chanceux parce que, comme tu dis, Roxane, on a notre salaire. Il y en a qui en ont plus de job, là. Nous aussi, là, je cohabite. Mon conjoint est enseignant là, pour les besoins de la cause de ceux qui ne savent pas, mais on est tous les deux, on a un salaire tous les deux. On aurait pu les deux perdre notre job dans ce contexte actuel-là. C'est sûr que, comme Julien, il y a des frustrations parce que ça crée un fossé encore où est-ce que nos collègues adorés, je sais que c'est pas de la faute. C'est pas de la faute des profs en tant que tel, c'est le système aussi, mais c'est ça, on vit avec. Ce que tu évoques, Claudine, moi, j'ai passé par toutes les étapes et je les ai analysées. Là. Dans les 4 premiers jours, là, j'étais dans le déni. Après ça, j'ai eu la déréalisation. Puis ça fait 3 semaines que je suis dans l'acceptation. Ben, c'est le processus de deuil. Puis, tu sais, moi, il y a des jours où ça me revient, puis ça me frappe. Puis je me dis, aïe, j'ai halluciné dessus, je suis tombée comme tu sais, je fais-tu une psychose, quelque chose, on m'a renfermé à la maison, puis là... C'est comme cyclique, hein. Les étapes de l'acceptation, là, c'est comme cyclique, hein. On arrive à l'acceptation, là, puis après ça, boum, on redrop. C'est ça, on recommence. Pour terminer, je vais vous demander... Allô? Oui, t'es là, toi? Oui, je suis là. Ben, je vous ai suivi tout le long. J'ai pas décroché. Je trouve ça super pertinent. Quand on a commencé à discuter de qu'est-ce qu'on allait faire comme sujet cette semaine, je voulais donner la parole à des gens qui sont dans le milieu de l'éducation, qui sont au front en ce moment, puis qui, normalement, n'ont pas le droit de parole dans des situations comme ça. Fait que c'est pour ça que je voulais que ce soit vous autres qui parliez de ce que vous vivez en ce moment, parce que vous autres, vous êtes les mains dedans, vous êtes les pieds dedans, vous l'avez jusque-là, la réalité des services que nous autres, on n'est pas tenus de donner comme vous avez dit. Fait que je trouve ça super intéressant ce que vous avez partagé. Merci énormément d'avoir pris le temps de nous en parler pour démystifier cette réalité-là. C'est très apprécié. En même temps, on n'est pas à plaindre parce que on est rentré une semaine, puis
fois qu'on va retravailler. Ça prend comme 5 semaines, je pense, avant qu'on ait fait le tour, là. Fait que ça, on a travaillé une ça risque semaine de changer. Ça risque de changer, Roxane. En fait, à la base, c'était avec tous les volontaires qu'ils ont eu, une fois qu'ils ont fait l'appel au volontariat, là, au niveau c'était à la 3e semaine de confinement. Ils ont obtenu assez de volontaires, puis ils ont intégré aussi les surveillants d'élèves. Donc, de ce fait-là, logiquement, si c'est jusqu'au 1er mai, on ne devrait pas retourner une 2e semaine. Mais c'est certain que si ça se poursuit au-delà du 1er mai, c'est certain qu'on va être appelé. Et si ce que la ministre McCann a dit entre en application bientôt, il est fort probable qu'on ait des semaines aussi à faire au niveau des CHSLD. Oui, effectivement. Puis ça fait bien le lien, ce que je voulais vous demander. J'ai 2 questions en une, là, mais croyez-vous que c'est possible qu'on rentre le 4 mai? Parce que là, il y a eu toutes sortes de rumeurs, d'interprétations du gouvernement, puis que là, des pétitions de profs, de parents, de personnes qui disent que c'est impossible qu'on rentre ou qu'on refuse. Puis admettons qu'on rentre le 4 mai. Comment est-ce que vous voyez ça? Il y a beaucoup de questions là, dans ma question, mais possible ou pas, puis comment on vit ça? J'ai lu un commentaire sur Facebook, je sais plus c'était de qui là, mais je sais plus c'était qui avait mis le commentaire de base, mais il y avait le docteur qui intervient de temps en temps là. Arruda. Chauve. Non, le docteur Chauve là, qui fait certaines émissions. Oui, c'est ça. Mais il avait dit c'est probable que le ministre avec le docteur Arruda ait pris et se soit un petit peu avancé par rapport à cette décision-là, parce que ils envisagent que s'il y a une 2e vague à l'automne, cette 2e vague va être entremêlée de la grippe. Donc, on va se retrouver avec double problème dans les urgences. Les hôpitaux vont être doublement surchargés. Donc, si c'est dans cette optique-là, effectivement, moi, je préfère retourner à l'école le 4 mai, puis qu'il y ait des mesures qui soient mises en place, puis qu'effectivement, une immunité peut-être se développe auprès des plus jeunes, et que le risque, malgré qu'il soit présent, soit légèrement diminué. Je dis pas que j'irai le cœur léger, mais je pense que j'aurais encore plus de crainte pour la santé, pour la mienne et celle de mes proches, de retourner en septembre en sachant ce que ce médecin avait dit. Intéressant, je l'avais pas entendu, cette hypothèse-là, effectivement. Comment vous envisagez ça, vous autres, les autres? Un possible retour? Le possible retour, moi, ça m'inquiète un peu de repartir la machine avec des élèves qui, mon Dieu, avant la relâche, commençaient à peine à s'accoutumer à une routine. Et pouf, la relâche arrive et là, on recommence l'écriture d'un nouveau livre après la relâche. Puis là, on est arrêté. Puis là, il va falloir recommencer. Fait qu'on va repartir une machine, apprendre à revenir à l'école, refaire une routine, avec des règles probablement de distanciation qui vont être mises en place. On le sait comme juste pas. J'ai pas fait l'analyse de Julien, merci. C'est un éclairage qui est complètement différent. Mais moi, je pense au bien-être des enfants qui sont plus en difficulté d'organisation, difficultés d'adaptation, puis aussi des pédagogiques là, au niveau des apprentissages. On va rentrer à l'école quand ils font savoir qu'ils n'ont pas d'examen temps qui vont compter, puis on va y aller pour quelque chose comme quinzaine de jours. Ouais. Je trouve que, tu sais, oui, c'est vrai qu'il faut se remettre en contact, il faut aller rebâtir notre système immunitaire, justement pour la 2e vague, mais je trouve que l'effort que ça va demander à tous les élèves, puis aux profs qui vont rentrer, puis au personnel, je dis aux profs, moi quand je dis les profs, là, je dis à toute cette belle gang-là qui sont dans une école, qu'est-ce que ça va nous demander comme cognitivement, physiquement, puis justement les impacts qui vont être sur notre famille, puis vivre avec des enfants qui vont être désorganisés parce qu'ils savent qu'ils reviennent à l'école pour peu de temps. Puis, tu sais, comme on en discutait avec Roxane, il y a des enfants qui, à l'école, sont mauditement mieux que chez eux, là. Fait qu'ils vont revenir revoir un endroit où est-ce qu'ils sont bien
pourquoi même pas un mois? En tout cas, moi, c'est plus cet aspect-là, l'aspect humain, que je trouve que c'est difficile. Mais bon, je pourrais en parler longtemps là, encore. Fait que je passe au suivant. Il y a des nuits, je me réveille en sueur en me disant je vais travailler durant l'été, mais là, on verra. Là. Tu ferais installer une climatisation. Ça me surprendrait énormément, Marc-André, qui ouais. rentrer durant l'été. Ça me surprendrait énormément. Puis pour le 4 mai, là, je te dirais que je vais le croire quand je vais le voir. Ouais. Je serais très surpris. Mais tu sais, si on se fie aux autres pays là, dans le monde, là, il n'y a pas encore une place qui a recommencé l'école. Là, le Danemark. Danemark, ils recommencent la semaine prochaine. Suède, ils n'ont jamais arrêté. OK. Ouais. Ouais, mais ils ont mis en place à Singapour, je pense qu'ils ont mis en place des mesures de confinement des élèves dans les classes avec des paravents alentour des bureaux. Puis, oui, j'ai lu cette réflexion-là du docteur Vadeboncoeur qui est sorti fin de la semaine dernière, début de cette semaine. Puis, oui, ça fait du sens d'emmener une immunisation communautaire de groupe par les enfants. Sauf que il faut être conscient que ces enfants-là, ils ont des parents, ils ont des grands-parents. Les gens qui travaillent avec eux autres sont peut-être des parents et des grands-parents. Donc, oui, on va se créer éventuellement une immunisation de groupe, mais on va peut-être passer par une deuxième vague plus rapidement. Puis, on n'a aucune idée en ce moment encore s'il se fait une immunisation parce que... C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est prouvé qu'une fois que tu l'as plus? En ce moment, c'est même pas le cas. En ce moment, c'est même pas le cas. Fait que, est-ce qu'on va redonner ce virus-là à du monde qui supposément l'ont déjà eu, donc seraient immunisés, que finalement, ils ne sont pas? Et oui, ça peut repartir la machine graduellement, mais ça peut amener beaucoup de problèmes aussi qu'on n'a pas aucune idée qui sont éventuellement possibles. Académiquement, là, au niveau des jeunes, vous, en tant qu'enseignant, là, vous pensez quoi? Est-ce qu'un mois de plus, si on fait venir les jeunes pour tout le mois de mai, un petit peu juin, ça va donner quelque chose au point de vue scolaire? Bien, premièrement, les jeunes savent que les examens du ministère n'ont pas lieu. Fait que ceux qui en avaient de prévus en secondaire 2, en secondaire 4 et 5, déjà, ils s'en foutent un peu. Pas d'examen du ministère, ça veut dire que si j'ai des résultats, j'ai déjà ce que j'ai comme résultat. Ensuite, il y a la réalité que ils ont les notes qu'ils ont en ce moment, parce qu'il y a eu comme information, c'est que ta note en ce moment, c'est ta note de fin de deuxième étape. Ouais. Il y a des parents qui sont très inquiets de ça, qui aimeraient ça que leur enfant puisse avoir la possibilité de remonter ses résultats. Est-ce que ces élèves-là travailleraient plus pour essayer de remonter les résultats? Sûrement. Est-ce que ça va être envisageable de le faire en une vingtaine de jours s'il n'y a pas de séance d'examen à la fin? J'ai aucune idée comment qu'on va gérer ça. Je serais bien embêté de voir ça arriver. Puis je suis content de ne pas être dans les culottes de la direction en ce moment parce que... Si je peux faire un commentaire à ce niveau-là, moi j'étais avant éducateur spécialisé de plancher, là, donc je m'occupais du régulier. J'accompagnais les élèves du régulier. Puis malheureusement, beaucoup de jeunes qui étaient légèrement décrocheurs se focalisaient sur la troisième étape, en se disant la troisième étape, elle va me sauver. Puis c'était limite leur fonctionnement chaque année. Ils se disaient première, deuxième étape, je peux botcher un petit peu, je vais me rattraper à la troisième. Tous ces élèves-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir cette année? Ça regarde mal. Le seul point positif que je pourrais voir d'un point de vue philosophie de l'éducation en recommençant un 4 mai, là, c'est mon ami Alexandre Jeté-Léger qui a participé au podcast la semaine passée, amenait cette réflexion-là en se disant c'est le meilleur timing pour ramener un système d'éducation où est-ce que la performance, ou du moins d'étudier dans le but d'avoir un résultat simplement puis pas apprendre. Ça devient... on change cette mentalité-là. Mais est-ce qu'on change des mentalités en un mois? Là, même pas. Là, j'en doute énormément. Mais bon, l'avenir nous le dira.
c'est sans compter la grosse semaine du retour que les jeunes qui se sont pas vus pendant 1 mois et demi de temps, 2 mois. Tu sais, on est au moins une semaine à reprendre la routine, si c'est pas plus qu'une semaine. Si c'est pas plus, c'est ça. C'est ça, Oui. parce que même nous, là, on s'est pas vus, puis on n'a pas parlé au monde, là, on est vraiment confinés dans nos maisons. Fait que quand on voit des gens, on placote, ça va être la même chose pour nous, là. Fait que, tu sais, ça, c'est toute une chose aussi, là, à prendre en considération, là. Puis juste faire le suivi des élèves qui sont vulnérables, qu'ils ont vécu cette crise-là intensément, point de vue affectif, psychologique ou name it, là. C'est ça que j'allais dire. Juste ça, c'est un chantier en soi, là. Les services, là, ils vont être débordés au retour parce que, comme tu le disais tantôt, je sais plus c'est qui l'a souligné tantôt, le nombre d'appels à la DPJ qu'on fait chaque année en tant qu'intervenant, vous imaginez même pas, c'est depuis le 13 mars, il n'y a plus d'appels à la DPJ qui sont faits. Ça veut dire que tous ces jeunes-là pour lesquels on appelait avant, ben, ils sont pris chez eux avec les problèmes qu'ils vivent chez eux. Jusqu'où ça va dégénérer? C'est une méchante inquiétude que j'ai, moi, ça. Mais d'un point de vue peut-être plus positif pour finir le podcast, j'ai fait des appels à des élèves la semaine passée pour prendre des nouvelles. Puis là, il y en a plusieurs, tu sais, des ados, vous savez comment c'est, là. Puis ils me disaient, tu sais, je commence à trouver le temps long. Je disais, attends, répète ça, tu trouves le temps long? OK, fait que quand tu vas me dire que l'école c'est plate, j'aimerais ça que tu t'excuses, s'il te plaît, la prochaine fois. Tu sais, les élèves, je pense qu'ils vont réaliser que c'est le fun de l'école un peu, là. Ah, c'est ce qu'ils me disaient moi aussi quand j'ai appelé mes élèves, là. Ils me disaient qu'ils s'ennuyaient de l'école, oui, surtout de leurs amis, mais plusieurs me disaient qu'ils trouvaient le temps long, puis que au moins à l'école, le temps passe vite, puis ils ont quelque chose à faire, là. Le bonheur à l'école, c'est la socialisation, d'abord et avant tout, là, c'est ça. Autant pour les élèves que les profs, là, c'est dit, là. Hey, je crois qu'on va arrêter là-dessus. Julien Zico, merci infiniment. C'était très pertinent. Ça me fait grand plaisir. Merci de tes lumières. Jean-Benoît Ferrand, merci de ta petite participation. Ça me fait plaisir. Roxane, merci beaucoup, beaucoup. C'était très, très pertinent. Merci beaucoup. Et Claudine, on ne te voit pas? Oui, Claudine. Je suis là. Pareil. Là, j'apparais-tu? Là, t'es là. Tu ne vois pas? Là, t'es là. Merci beaucoup, tout le monde. C'est super pertinent. Puis, merci beaucoup pour les personnes qui nous écoutent. Merci de partager, d'aimer le podcast. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, YouTube, Spotify, Google Play Music, Apple Podcasts et j'en passe. Et partagez-le. Marc-André, comme je dis à chaque fois, si vous avez des idées de sujets, vous voulez participer avec nous autres, vous nous faites signe sur une des manières de nous rejoindre. Vous nous dites, hey, j'ai tel sujet, j'aimerais ça vous en jaser. On vous accueille via webcam, ça se fait très bien. Personne n'a besoin de se déplacer. De toute façon, on n'a pas le droit. Oui, puis on espère que Julien Zico va se faire entendre par le docteur Arruda, qui sait. Hein? J'aimerais ça. Julien Zico cité à 13h tous les jours, ça serait le fun. Je ne sais pas si j'aimerais ça. le gars qui boit sa bière pendant le podcast. C'est pas de la limonade que tu buvais? C'est du thé glacé pétillant. Ah, c'est ça. C'est du kombucha. Passez une excellente semaine. Hey, merci, groupe. On s'ennuie. On se voit bientôt. Bye. Bye. Bye.